Et dans une flûte, on est autour de 1 040 000 bulles. Un grand vin de champagne est un grand vin quand la bulle est fine. Et plus elle est fine, plus ce vin sera grand. La bulle, c'est toujours une forme qui contient une mémoire qui se libère dans la bouche, donc dans l'intelligence de celui qui la goûte. Et en ce sens, si la bulle est grossière, l'information sera grossière. Si la bulle est très fine, délicate, élégante, elle donnera des informations fines, délicates et élégantes. La bulle, elle a beaucoup de vertus et beaucoup d'utilité dans un vin de champagne. La bulle procure énormément de plaisir au niveau de la sensation gustative. Ensuite, la bulle est un wagon qui transporte les arômes. Lorsqu'elle va remonter dans la flûte, elle va réussir à capter les molécules aromatiques qui sont contenues dans le champagne. Et en éclatant, elle va justement libérer tous ces arômes dont elle s'est chargée au cours de son ascension. Donc elle joue un rôle d'exhausteur d'arômes. Sur cette première gorgée, j'apprécie nettement la bulle qui a beaucoup de finesse. Et donc on n'est pas du tout dans le côté exubérant du gaz carbonique qui emplit la bouche, qui emplit le volume, au point de dominer toute subtilité de texture, de toucher du vin, et qui est en relation aussi avec le toucher du sol. Et alors, pour aborder la phase gustative, donc apprécier le champagne en bouche, forcément je vais prendre en compte l'importance de la bulle et la façon dont je vais ressentir sa finesse, le toucher, le taux de gaz carbonique et surtout les équilibres entre acidité et teneur en alcool qui m'apportent quelque chose de calorifique. Alors bien sûr, si la bulle est grossière, vous vous direz c'est peut-être pas très qualitatif, mais en fin de compte, une bulle grossière vous donnera également une image, une sensation de gaz carbonique un peu grossier. Donc c'est un petit peu lié. Alors ce cheminement de bulle est quand même gage d'une belle qualité de par la taille, de par la dynamique et l'intensité. Ça aura des conséquences aussi sur les arômes. Et ces bulles-là sont vraiment très fines. D'autres le sont moins. Je pense, c'est un avis personnel, que c'est lié aussi à la constitution du sol. Et puis c'est lié également à une notion de production par rapport à une surface de vigne plantée. Est-ce qu'une fine bulle est gage de qualité? Évidemment, oui. Oui, parce que la bulle ne doit pas être trop envahissante au point de passer à côté d'une subtilité de toucher du vin. Donc pour qui sait mettre l'intelligence dans la bulle, il découvrira que c'est aussi une leçon de philosophie. C'est un champagne qui est un peu rond en attaque et cette petite fine bulle, petite acidité en finale. Un blanc de blanc parfait, fine bulle, très frais. Voilà le champagne Charnébou 3, produit par Céline. Petit domaine de 3 hectares en Champagne. Jolie bulle fine. Et que là, on est chez une petite vigneronne qui nous fait un très joli champagne avec de très fines bulles. Elle m'a dit aimer follement le champagne. Il chasse les nuages et ravive les âmes. On a entrechoqué nos coupes de cristal. On savourait de l'or en buvant des étoiles. Et dans la nuit montaient les bulles légères de champagne. On a un minimum de vieillissement de 15 mois, qui est vraiment le strict minimum, parce qu'on est sur un vin qui est acide, et donc il lui faut un certain temps de vieillissement pour s'arrondir et pour donner le meilleur de lui-même. La bulle est naturelle, et l'homme, par ses actions, peut essayer de guider cette nature. L'outil principal que l'on va utiliser pour guider la bulle, c'est le temps. On doit laisser le champagne prendre sa maturité dans nos caves, le temps nécessaire pour obtenir cette finesse de bulle. Les très bons vins de champagne qui sont des vins de garde vont vieillir longtemps. Et un vin de champagne qui vieillit longtemps va perdre un peu de son gaz carbonique. Et plus il perd son gaz carbonique, plus il va être propice à faire des fines bulles. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. On a un élevage qui vient quand même très long, donc ça donne beaucoup de finesse au champagne, tout en premier cru aussi quand même, faut le dire, c'est quand même pas souvent. C'est vrai que ce champagne, moi j'ai trouvé qu'il y avait une belle, de jolies bulles,
L'approche, on est sur des notes de poire, de brioche, une jolie longueur en bouche. On voit que c'est un champagne fait par une femme. Et moi, en tant que femme, ben voilà, j'accroche vraiment avec lui. Un champagne, un blanc de blanc d'une productrice avec qui je travaille depuis 3 ans environ. Je pense qu'il fera encore des émules comme le premier. Ça, c'est un 3 cépages, comme les grands, sur des vignes de premier cru. Vous savez quoi? Ça, vous pouvez y aller, c'est très bon. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disent en langue. Ensuite, on peut aussi préférer le statut de récoltant qui permet de s'assurer qu'on est sur quelqu'un qui va produire ses propres raisins et qui va faire son champagne avec sa propre production. C'est déjà un gage de qualité. Et si l'étiquette le mentionne, mais c'est pas toujours le cas, c'est bien aussi de s'intéresser au vieillissement du champagne. Ce soir, je vous présente le champagne Charnay-Boux 3, champagne que nous faisons depuis quelques mois maintenant au Cabanon. J'affectionne beaucoup les champagnes de récoltants manipulants, récoltants coopérateurs qui font leur travail eux-mêmes de la vigne jusqu'à la bouteille. Un champagne que de la qualité. Là, le petit dernier, un blanc de blanc, un 100% chardonnay, une perfection, hein, pas la peine d'aller chercher plus loin. Et du coup, on a un champagne avec beaucoup de caractère et surtout une grande élégance, ce qui est très agréable en apéritif comme sur un repas. Ici, le principal, c'est de comprendre pourquoi le vin peut être minéral et surtout comment reconnaître cette minéralité à la dégustation. Il y a beaucoup de définitions différentes de la minéralité et c'est assez abstrait comme concept. En général, ça fait référence à une famille d'arômes. Une famille d'arômes, il y a des notes d'éléments du sol. Donc par exemple, des notes de silex, de pierre à fusil, aussi de temps en temps des notes de pétrole, notamment chez les Riesling qui ont un petit peu d'âge. Selon moi, la minéralité, c'est aussi la réaction d'un certain cépage, c'est-à-dire d'une variété de raisin, à un certain terroir. Tous les cépages n'ayant pas la même capacité à développer des arômes, des notes minérales. Est-ce que je suis plutôt sur une perception de fruits, vous voyez ? Fruits liés bien sûr à la définition du vin. Est-ce que je ne serais pas plutôt sur une perception minérale marquée par un type de sol comme la craie ou le calcaire, caractéristique de la Champagne? Vous voyez, c'est pas la même approche aromatique. Et justement, maintenant, on va voir d'où vient la minéralité du vin. Et comme vous vous en doutez peut-être, la minéralité est liée en majorité au sol sur lequel ont poussé les vignes et les raisins, puisque la plante se nourrit du sol et de ses composants minéraux pour se développer. Et donc indirectement, le sol va impacter les caractéristiques organoleptiques des raisins qui serviront à fabriquer le vin. Donc en ce qui concerne la salinité et l'acidité, ce sont deux choses qui font saliver. Donc si un vin vous fait saliver au sens propre du terme, c'est qu'il a de l'acidité et ou un côté salin si vous ressentez un goût un peu salé. Et pour rappel, l'acidité c'est aussi ce qui donne la sensation de fraîcheur, de peps et de vivacité au vin. Du champagne. Il y en a une autre dans le frigo. Si vous avez une salivation assez visqueuse, un peu saline, vous avez un vrai vin de terroir qui met en évidence la provenance, l'origine du sol par l'intermédiaire des racines. Et donc le calcaire, la craie, ce fameux carbonate de calcium, vous fait saliver. Il y a des éléments minéraux dans l'eau absorbée et de cette craie qui est une éponge vous restitue au travers de la vigne, des racines, le fruit derrière ça que l'on va vinifier, transformer en boisson fermentée qu'est le vin. Et ces éléments minéraux sont là, ils abondent derrière. C'est cette salivation qui va déterminer si votre champagne est plutôt d'un type blanc de blanc ou blanc de noir. On a plus de salivation pour un blanc de blanc avec plus d'acidité, mais tout est question surtout de lien avec le type de sol. En bouche, on parle de minéralité pour des vins qui vont avoir des notes iodées, des notes un petit peu salines. Et on parle aussi de minéralité en termes de pureté du vin. Et ça veut dire que le vigneron a fait un bon travail, qu'il a respecté son écosystème et qu'il a respecté la typicité de son terroir.
trouve que c'est une cuvée qui est surprenante. Malgré le mélange de cépages, je m'attendais à ce que ce soit un champagne beaucoup plus vineux. Et en fait, il est très minéral. C'est un champagne qui va vraiment se démarquer de par sa personnalité. Je suis venu à Carpentras en 1983. Je connaissais pas grand-chose à la restauration, pas grand-chose au vin. Au fil des années, je me suis perfectionné. N'oublions pas que mon père, gamin, m'a mené à Vaqueras et Gigondas. Au fil du temps, je suis allé vers la truffe. Et truffe et vin, qu'est-ce qu'il y a de plus magique? Pas grand-chose. Ce champagne Charnay-Boutroy, c'est le champagne d'une petite vigneronne, un petit micro-domaine, mais qui se donne à cœur de faire un joli vin. Voilà, c'est pour ça qu'il est chez Serge actuellement. Toi qui n'as peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le collumer. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà, tu peux avoir confiance en moi. Je ne repartirai pas.